Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu moins scénarisée, une vidéo un peu plus calme où on va parler d'Intel, on va essayer de faire une sorte de mise à jour un petit peu de la société, savoir un petit peu où elle en est, pour savoir surtout où elle va aller évidemment en tant qu'investisseur. Je vous laisse apprécier du coup la rediffusion de cette conférence que j'ai pu tenir et donc me poser vos questions en commentaire si jamais il peut y en avoir. J'en profite pour t'encourager à rejoindre notre Discord, il est totalement gratuit, le lien se trouve en description, tu pourras y trouver mon travail, mes analyses et mes prises de position évidemment, on pourra discuter, faire des webinars et surtout tu pourras discuter pourquoi pas avec des personnes qui comme toi sont ouvertes un petit peu au trading. Y a-t-il des questions par rapport à ça pour qu'on puisse terminer du coup sur ce dernier sujet qui est Intel. On va faire un audit de Intel mais très léger parce que vous allez comprendre que c'est pas un sujet qui mérite un audit approfondi comme on avait déjà fait pour ArcelorMittal. Donc on va pouvoir parler de Intel, du coup je vois que tout le monde a compris. Intel, société évidemment très intéressante que tout le monde connaît. D'accord, si vous avez un ordinateur qui n'est pas sous Mac, en principe, si vous regardez en bas à gauche, vous devez avoir justement la version du processeur qui est quasiment certain d'être un Intel. Ok, Intel est une société absolument remarquable, donc on va juste réévoquer un petit peu l'historique. Ça a été une société qui a été créée en 1968 ok, par Gordon Hurley Moore, qui justement est très connu pour la célèbre loi de Moore. Bon, pour le coup c'est plutôt une loi qui implique d'autres choses, enfin c'est plus une simple extrapolation qu'autre chose, ok. Donc on lit que ça implique que les ordinateurs deviennent au fil du temps de plus en plus petits, plus rapides et moins chers. Bon, ça c'est pas forcément vrai, à mesure que les transistors et les circuits intégrés deviennent de plus en plus efficaces, d'accord. Donc voilà, il est très connu, ça fait quand même partie aujourd'hui des pionniers de la technologie qui est à l'heure actuelle utilisée par tout le monde, hein. Je pense qu'on est tous connectés sur un ordinateur pour écouter le live ou pour pouvoir entre guillemets le prendre en compte, pour moi aussi vous l'exposer. L'idée initiale des fondateurs était de créer des circuits intégrés plus puissants et plus efficaces, un pari audacieux à l'époque où les semi-conducteurs étaient encore une technologie émergente. Donc vous voyez que c'est une société qui a été créée quand même dans les années 70 et à l'époque elle s'appelait pas Intel, ça s'appelait Integrated Electronics Corporation, ok, qui a été abrégé en Intel, d'accord, tout simplement. Voilà d'où vient son nom. Les premières inventions apparaissent du coup en 1971, ok, donc de 68 à 71, beaucoup de recherche et développement, beaucoup d'investissement, pour commencer à lancer en 71 le 4004, d'accord, qui est le premier microprocesseur que vous voyez juste ici, qui a été commercialisé dans absolument toute la planète, donc c'était les leaders mondiaux à ce moment-là. C'est une sorte de minuscule composant électronique qui est révolutionnaire et qui est capable d'effectuer 92 000 opérations par seconde, ce qui était une véritable prouesse pour l'époque, d'accord, vraiment de pouvoir entre guillemets avoir quelque chose de fiable, qui fonctionne bien. Voilà, c'est absolument inévitable, ok. Donc ça a été un gain de temps et un gain d'innovation absolument énorme. Cette invention a marqué le début de l'ère des ordinateurs personnels. D'autres innovations ont ensuite entre guillemets rapidement suivi, le 8008, le 8080, qui ont suivi justement la même base à l'émergence des premiers ordinateurs de bureau. Donc forcément ça a été l'idée d'améliorer, si vous voulez, le... Oh, d'ailleurs je me suis trompé. Là vous avez un 8008, mais j'ai pas mis de 8080. Donc ça en fait c'est la version améliorée 4004, 8008. Voilà, c'est la version améliorée des anciens qui permettent finalement de prendre plus de décisions, d'améliorer la rapidité des ordinateurs et donc forcément la rapidité du travail aussi à pouvoir appliquer sur son outil. La révolution du PC dans les années 80. Dans les années 80, Intel s'est associé à IBM pour fournir des processeurs pour ses ordinateurs personnels. Le processeur Intel 8088 est sorti en 79 et a été utilisé dans le premier ordinateur IBM PC en 80, faisant d'Intel un acteur incontournable dans l'industrie. Intel a ensuite dominé le marché des microprocesseurs avec sa série des x86, pardon, dont le célèbre Intel 86-386 ou le 386 tout simplement de 1985. Donc voilà, c'est toujours, on va dire, des processeurs toujours entre guillemets plus comment je peux dire ça, des processeurs toujours plus performants, qui améliorent la performance de l'ordinateur, la rapidité de réponse de la machine, la rapidité de calcul, la rapidité d'exposition, etc. C'est-à-dire qu'un processeur, c'est vraiment ce qui va pouvoir rythmer la totalité de votre ordinateur, ok. Votre ordinateur, il va être composé d'une carte mère, d'un processeur, d'un refroidisseur, donc c'est soit ce qu'on appelle un ventirad, soit un water cooling, d'une carte mère, de ventilateur pour pouvoir refroidir un petit peu le tout, ok. Évidemment, un SSD, du stockage. Comprendre que le processeur, en règle générale, le microprocesseur, le processeur, on appelle ça maintenant aujourd'hui,
c'est un petit peu le cerveau, d'accord? C'est un petit peu le cerveau, la carte mère c'est un petit peu le corps, la carte graphique c'est un petit peu vos yeux, les ventilateurs c'est ce qui vous permet de respirer, d'accord, et d'alimenter en air votre corps. Vous allez avoir le SSD et tout ce qui va être les disques durs, c'est un peu votre cerveau, ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est tout a priori. Voilà, et l'alimentation c'est votre cœur, d'accord. Le SSD c'est vraiment votre cerveau, c'est celui qui permet vraiment de donner des directions un petit peu à tout le monde. Donc c'est comme si on passe de l'homme préhistorique à l'homme moderne en peu de temps, et c'est là où justement dans les années 90 on va voir l'explosion de Intel avec le processeur Pentium, d'accord. Alors le processeur Pentium, la principale différence entre le Pentium que vous voyez juste ici et justement les microprocesseurs de l'époque dans les années 90, il faut comprendre que ça réside dans la performance, leur architecture évidemment et leur capacité, ok. La plupart aujourd'hui des microprocesseurs que vous pouvez connaître, ils sont quasiment tous en Pentium de cette manière-là, d'accord. Bon, c'est des processeurs évidemment beaucoup plus avancés aujourd'hui, mais la principale différence, c'est effectivement le fait que les performances elles soient totalement démultipliées, d'accord. Vous voyez bien qu'ils sont beaucoup plus grands pour le coup, donc eux ils sont sous forme de carré et ça c'est directement, si vous voulez, incrusté dans la carte mère. Donc vous avez plus de connectique, une rapidité d'information et une rapidité, si vous voulez, de fréquence surtout. Et le Pentium il est quand même développé par Intel. Et à ce moment-là, ça marque un bond en avant avec une meilleure vitesse d'horloge quelque part, une architecture, ce qu'on appelle super scalaire, d'accord, qui permet de traiter plusieurs instructions par cycle et un support du pipeline pour améliorer l'efficacité. Donc en comparaison, par exemple du x86 que vous aviez juste avant, qui est juste là, si vous voulez, les premiers x86 étaient plus simples, avec moins de transistors et des performances plus limitées, mais les Pentium, ils offrent une amélioration significative en termes de vitesse, d'efficacité, de capacité de traitement par rapport évidemment aux anciens. Okay, et donc forcément on commence à arriver sur quelque chose de très innovant, et dans les années 2000 évidemment Intel voit l'arrivée des premiers concurrents comme AMD que vous connaissez, et donc ils ont dû relever des défis croissants en matière de prix, d'innovation, d'accord, parce que c'était vraiment, si vous voulez, la société majeure sur le marché, mais l'entreprise elle continue quand même à innover, à lancer des technologies comme l'architecture Core, à renforcer son leadership dans des processeurs pour ordinateurs portables et de bureaux, donc ils continuent de renforcer leur leadership, de faire des bons processeurs, etc. Sauf que ils ont dû aussi évidemment développer et diversifier leur activité, donc ils ont investi dans des sociétés, dans des technologies, on va dire plutôt émergentes, les processeurs pour serveurs, l'intelligence artificielle, des objets connectés, et j'en passe, d'accord, notamment vraiment, si vous voulez, dans une société, comme je l'ai déjà expliqué, soit vous avez un développement, on va dire horizontal, faites toujours la même chose, mais pour différents, par exemple, dans le cas d'Intel, ok, ils font des processeurs qui s'adaptent à des serveurs et des processeurs qui s'adaptent à des ordinateurs, oui, c'est bien, mais ils font que des processeurs, et un développement vertical, par exemple, dites, ok, on fait des processeurs, là, après, on va développer des serveurs, après, on va développer de la formation, ou du support, ou tout genre de choses, ok, là, vous développez vos sources de revenus. L'ère moderne, data, IA et cloud, 2010 à aujourd'hui. Dans les années 2010, Intel a adopté une stratégie tournant vers le data centrics avec un accent sur les centres de données, l'intelligence artificielle et les technologies 5G. L'acquisition d'Altera en 2015 a renforcé sa présence dans les circuits logiques programmables, bon ça vous fait mal à la tête si je vous explique, tandis que l'achat de Mobileye en 2017 a marqué son entrée dans le domaine des voitures autonomes. Intel a entre guillemets affronter des défis majeurs, notamment sur la concurrence accrue d'AMD et des nouvelles entreprises comme Nvidia qui évidemment actuellement sont finalement les leaders sur le marché pour beaucoup de points, notamment dans les GPU et dans l'IA. En réponse, Intel a multiplié les innovations et s'est lancé dans la fabrication de puces avancées tout en renforçant sa capacité de production. Et la question de Ilan, du coup si je dis pas de bêtises, c'est bien Ilan qui avait posé cette question, c'était justement comme quoi voilà, Intel ont connu récemment une chute significative de quasiment 73,5% de leur cours en bourse depuis le 2 janvier 2020, la plus importante depuis 1974 et les années 2000, comme on le voit. La dernière fois que ça avait chuté de cette manière-là, c'était pendant les années 2000. L'autre fois, c'était pendant justement les années 74. Là, après, on avait une très grosse crise aussi qui a pris place, mais une belle accumulation, là, c'était vraiment fantastique. Et donc, c'est vrai que c'est rare de voir Intel finalement aller chercher des plus bas de cette manière-là quand on connaît du coup maintenant l'historique de la société, la place majeure qu'ils peuvent avoir quand même dans l'aspect technologique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Intel, si on observe les tableaux financiers, 2019 ça se portait plutôt pas trop mal, 2020 ça commençait à ralentir, 2021 ça commençait à être compliqué, 2022 ça commence totalement décroché et on a pu avoir vraiment des chiffres de plus en plus mauvais et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Au niveau des statistiques clés, on voit bien que ça reste quand même une très grosse société, quasiment 82 milliards de capitalisation boursière, quasiment 124 000
employés. Alors c'est loin d'être une des sociétés qui emploie le plus de la planète, hein. La société qui emploie le plus dans la planète c'est Walmart, et par la suite c'est Amazon. Walmart c'est 2,1 millions d'employés sur la planète, d'accord. Amazon je crois que c'est 1,7 si je dis pas de bêtises, donc ça reste quand même une très grosse société, mais au niveau des résultats financiers ça a été très décevant, pour la bonne et simple raison qu'au deuxième trimestre de 2024, notamment juste ici, Intel a enregistré une perte nette de 1,6 milliard de dollars, contrastant avec un bénéfice de 1,5 milliard l'année précédente, un chiffre d'affaires qui a également justement diminué de 1%, s'établissant à 12,8 milliards, en deçà des attentes des analystes. Et donc évidemment, quand vous publiez des résultats aussi mauvais que cela, ça ne peut pas bien se passer, mais surtout le Q3 de 2024 a été absolument catastrophique, avec un chiffre d'affaires de 13,28 milliards et surtout un revenu net de moins 16 milliards, ce qui est absolument énorme, pour la bonne et simple raison que Intel a subi un retard technologique absolument énorme. Ils ont accumulé des retards dans le développement des technologies clés, notamment en matière de gravure de puces, qui a permis à des concurrents comme TSMC et Samsung de prendre l'avantage. De plus, l'entreprise a marqué le virage de l'intelligence artificielle, a manqué le virage de l'intelligence artificielle, laissant des acteurs comme Nvidia dominer ce marché en pleine expansion. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que en termes de saisonnalité, vous avez devant vous, par exemple, 2023. D'accord, donc 2023 qui est juste ici, donc l'évolution du marché en 2023 et 2024, d'accord, donc ils sont superposés. On peut voir que ici 2023 n'était pas si mauvais que ça, tout du moins était plutôt positif, mais alors 2024 c'était une véritable catastrophe et le cours d'Intel s'est légitimement entre guillemets écrasé. Donc en fait on comprend quoi? On comprend que Intel n'a pas su saisir le virage avec la même force de frappe par exemple que Nvidia ou ses concurrents, et que surtout quelque part elle a pris du gros retard dans le développement des technologies. Et évidemment si vous prenez du retard et que vous êtes par exemple dans la demande de ces technologies là, si par exemple vous êtes dans une boulangerie qu'il n'y a pas de pain, vous faites que changer de boulangerie parce que le boulanger s'est pas réveillé assez tôt et que le pain n'est pas encore prêt, vous changez de boulangerie, ce qui est tout à fait normal, vous n'avez pas de temps à perdre. Bah la finance ça fonctionne pareil, d'accord. Si vous prenez du retard, faut vraiment comprendre que même si vous êtes un inévitable à la base et que le concurrent d'en face propose exactement la même chose mais avec un libellé autre, bah on ira chez le concurrent, d'accord. La finance et l'économie c'est parfois pas si simple que ça, mais là pour le coup ça se simplifie de cette manière-là. Répartition des revenus, on peut voir que les client computing, data center et l'IA, etc., Network on Edge, ça se passe plutôt bien, donc ça veut dire qu'on est vraiment sur quelque chose de très stable. N'empêche du côté de Intel, je pense que c'est plus approuvé pour le coup. Ils ont beaucoup de sources de revenus, ils interviennent sur la planète entière, d'accord, donc la Chine, les États-Unis, d'accord, de manière quasi égale, de manière totalement égale, même je suis quasiment prêt à le parier. Au niveau des autres régions, Singapour et Taïwan, d'accord. Donc forcément, on reste quand même sur une société qui a des très gros fondamentaux, mais sur une société qui faut quand même pouvoir entre guillemets dûment observer dans les années à venir pour pouvoir parfaitement prendre des décisions finalement sur leur façon de pouvoir se projeter, leur façon de diriger leur activité. D'accord, au niveau de la santé financière, c'est vraiment pas bon non plus. On a quasiment 50 milliards de dettes, d'accord, pour un free cash flow à moins 2 milliards et des liquidités avoisinant les 9 milliards. Donc ça aussi, c'est pas forcément bon. Ça représente une société quand même un peu endettée et une société endettée qui malheureusement a un chiffre d'affaires qui s'écrase au sol de cette manière-là. Ça pose beaucoup de problèmes, d'accord. Donc il va falloir vraiment pouvoir attester d'une reprise claire, nette et précise finalement de cette société avant de pouvoir finalement commencer à s'intéresser à l'achat ou tout simplement à l'investissement sur elle-même. Les dernières informations qu'on a pu avoir par rapport à Intel sont les suivantes. Le fait que on a pu avoir une réduction d'effectifs et des suspensions de dividendes. Alors ça fait mal à annoncer malheureusement quand vous dites que vous n'avez pas des bons résultats, mais que quelque part vous dites que vous réduisez les effectifs, donc vous diminuez les coûts et que vous ne donnez plus de dividendes pour vraiment réinvestir ce que vous avez prévu de donner aux investisseurs. Bah, vous créez un chaos sur le marché parce que tous les investisseurs qui étaient là à la base pour récolter les dividendes d'une économie aussi pérenne que Intel, quand même, qui date depuis les années 70, se retrouve entre guillemets manqué et bah forcément il se dirige vers d'autres sociétés. C'est toujours la même histoire que le boulanger. Donc pour tenter de redresser la situation, Intel a annoncé la suppression de 15% de ses effectifs, soit environ 15 000 emplois, ainsi que la suspension de son dividende à partir du 4e trimestre de 2024. Ces mesures perçues comme des signaux de difficultés internes ont accentué la méfiance des investisseurs. Perte de part de marché, face à une concurrence accrue, notamment de la part d'AMD et Nvidia. Intel a vu sa domination historique sur le marché des semi-conducteurs s'éroder, affectant évidemment sa rentabilité et sa position stratégique. Intel ici a annoncé quand même
des plans de redressement au niveau de sa santé et sa situation financière, d'accord, notamment la réorganisation de la division de fonderie, l'accord stratégique avec Amazon et le web service, le plan de réduction des coûts, ok, donc quasiment de 10 milliards d'ici 2025, qui inclut 15% de son effectif, le progrès technologique et la suspension de projets d'expansion. D'accord, il devait s'étendre, finalement il ne s'étendent pas, c'est bien justement le fait que le plan de redressement d'Intel se fait au détriment de l'Europe. Pourquoi? Parce que si vous voulez, il devait, entre guillemets, construire des nouvelles usines en Allemagne et en Pologne. Malgré les subventions qui étaient proposées par les pays, la décision elle a été de recentrer, si vous voulez, sur l'interne de Microsoft plutôt que sur l'extérieur. Donc projet abdiqué et donc totalement annulé. Donc maintenant, d'un point de vue entre guillemets technique, où est-ce qu'on en est? Bon, on en est là, d'accord, on en est là. Tac, alors Intel. Alors il est là, hop, Intel parfait, on en est là, d'accord, je vais laisser mon graphique tel quel. Aujourd'hui, vous expliquez que Intel pourra rebondir en dessous de ce niveau de liquidité, ça me paraît peut-être un peu arrogant, mais d'un point de vue justement de la situation avec Trump, ça ne m'étonnera pas du tout, d'accord. Donc ici, je serais plutôt sur une perspective d'analyser ce marché avec cette très belle dizaine dans laquelle on se situe, ok, et de potentiellement observer ce qui peut se passer en dessous de ce niveau de liquidité, d'accord, qui est quand même en daily pas forcément fort sympathique, pour être honnête. Si on a une accumulation ici, autant vous dire que la trading range ne me plaît pas du tout, mais on devrait avoir une récupération de liquidité proportionnelle pour pouvoir, pourquoi pas, établir des plus hauts et donc établir un ordre vis-à-vis de tout ça. Maintenant, j'ai la bonne et simple espérance sur ce titre de ne pas le revoir, entre guillemets, récupérer son niveau des 77 avant un potentiel bon moment vis-à-vis de ce qu'on va attendre dans 6 à 8 mois aux États-Unis. D'accord. Ici, si on a un downfall d'Intel intensif, on sera pas à moins 60%, ce qui ne m'étonnera pas d'un point de vue de pricing de la récession aux États-Unis, mais c'est une société qui est absolument incroyable, qui a des fondamentaux absolument fous. C'est pour moi une société systémique sur beaucoup de points, donc dans tous les cas, leur activité ne pourra pas s'arrêter. Ils sont impliqués dans trop de projets pour qu'on les fasse tomber, d'accord. Tout du moins, le grand remplacement de Intel prendrait beaucoup trop de temps et viendra impacter une grosse partie finalement des activités technologiques. Les autres acteurs technologiques ne pourraient pas demander, répondre instantanément au remplacement de tous les Intel présents sur les ordinateurs ou de tous les fabricants qui passent par Intel pour pouvoir équiper leur matériel, d'accord, tout du moins leurs produits. Donc non, Intel est une société évidemment à suivre de très près à très long terme, d'accord, mais c'est sûr que d'un point de vue technique pour le moment ça me paraît peut-être un peu délicat de venir me dire tiens j'achète du Intel tout de suite, surtout que Intel ne délivre plus de dividendes, d'accord, donc en fait vous gagnez rien mis à part de perdre des pourcentages en bourse, ok, pour résumer un peu la situation. Mais d'un point de vue technique, maintenant comment vous devez interagir vous en tant qu'investisseur, parce que c'est un peu la question que vous m'avez posée, il faut tout simplement vous renseigner sur Intel, lire les reports, lire les annual reports, voir un petit peu les perspectives qu'ils peuvent avoir, d'accord, et potentiellement percevoir un petit peu les directions de société qu'ils décident finalement d'engager. Voilà pour Intel. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre le Discord, à mettre un commentaire, à mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas, de nous dire si ça vous a plu ou pas, et par rapport à ça, ça pourra nous aider à nous améliorer. Passez une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, et on se retrouve dans un prochain format. Salut tout le monde.